réveil, bonne journée. Voici un nouveau journal. C'est une nouvelle spécialité, donc c'est le plaisir craquant. C'est un gâteau au chocolat, praliné, riz soufflé, amandes, noisettes, très très gourmand, comme le patron. Que serait un réveillon sans bûche de Noël? La tradition ne s'est pas totalement pour ce boulanger débordé par la demande, mais qui garde sa bonne humeur. Noël, ce sont aussi les cadeaux que l'on se fait, c'est le grand rush aussi dans les petits et les grands magasins. La vague de contamination monte, plus de 91 000 cas positifs recensés hier. Les arrêts maladie se multiplient, le gouvernement veut modifier les règles d'isolement pour éviter le blocage. Paris-Rome, le nouvel axe défendu par Emmanuel Macron et Mario Draghi. Les deux hommes appellent à réformer les règles de Maastricht. Et puis le sport et le football. La Ligue 1 est en vacances, mais le Paris Saint-Germain pense déjà à la suite. Le club parisien va profiter de cette trêve pour mener plusieurs chantiers. 7h le journal, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Lionel, bonjour à tous. On a tout le temps de parler du Covid. On avait plutôt envie de commencer ce journal avec Noël, oui. À quelques heures du réveillon, certains réfléchissent encore au menu, d'autres en sont déjà au dessert et ont préféré passer commande auprès de leur boulangerie. Vous vous réveillez peut-être, mais eux sont levés depuis bien longtemps. Ils ont même très peu dormi depuis 48 heures. Eux, ce sont les boulangers et les pâtissiers, bien sûr, qui croulent sous les commandes. C'est le cas du patron de la maison La Manière dans la banlieue de Rennes. Reportage, Sandrine Prioul. C'est toujours un petit peu le rush comme ça. Le rush dans le labo de William, près de 300 commandes et surtout, Covid oblige, des ajustements en pagaille. Un petit peu à la bourre. Ça c'est une nouvelle spécialité, donc c'est le plaisir craquant. On veut tout faire frais au dernier moment. C'est un gâteau au chocolat, praliné, riz soufflé, amandes, noisettes, très très gourmand, comme le patron. On a un coup de stress évidemment parce que cette année c'est un peu compliqué avec le Covid. Là nous c'est un coup de poker, donc on fait les commandes certes et après à côté on doit fabriquer pour tout le passage et on ne sait pas ce qui va arriver. Celui qui vient de reprendre sa première affaire jongle avec ses bûches, aidé de ses deux pâtissiers pendant qu'Erwan, 15 Noël au compteur, pétrit depuis 4 heures ce matin. Juste en pain blanc et en tradition on doit être à 3 fois plus. Après en spéciaux on doit être à peut-être 300 pièces, 400 pièces. Entre les seigles, les châtaignes figues, c'est des heures d'affilée sans s'arrêter quoi. Pareil, il y a 2 jours où par contre il faut taper quoi. Un fournil à 3 boulangers, 3 pâtissiers lancés dans une course contre la montre d'ici ce soir. Mais le patron, lui, sait déjà qu'il est en retard pour ses galettes des rois. L'heureux, Sandrine Prioul, Europe 1. Alors à Noël, il y a ce que l'on met dans l'assiette, mais il y a aussi ce que l'on met sous le sapin. Et là aussi, les retardataires sont légion. C'est toujours pareil, Lionel. On se dit qu'on a le temps. Oui. Et puis justement, le temps passe et finit par manquer. Et l'on se retrouve un 23 décembre à devoir courir les magasins. Je vous vois hocher de la tête, signe que ça vous est déjà arrivé. Ce sera encore le cas aujourd'hui, c'est certain. Hier, en tout cas, les centres commerciaux étaient bondé. Ambiance électrique évidemment garantie. Thibaut Hu est allé le vérifier pour nous au centre Beaugrenelle à Paris dans le 15e arrondissement. Reportage. Sur la pointe des pieds, Anne attrape un jeu de société en haut d'un rayon. C'est la 5e boîte qu'elle empile dans ses bras et patatras, tout tombe par terre. La jeune femme est fatiguée. Je m'en saoulée là, c'est plus que la course. Je dois tout acheter en 3 heures. Je suis mal partie. Beaucoup, comme Claire, soufflent derrière leur masque. Pour cette maman de 2 enfants, s'y prendre à l'avance, c'est mission impossible. Avec le boulot, avec les enfants, c'est pas évident, donc on se laisse un peu à la dernière minute. Et il faut absolument avoir des cadeaux quoi. 2 rayons plus loin, Geoffrey et Amélie n'en peuvent plus de chercher. Tant pis, cette année, ils offriront une poupée à leur nièce à contre-cœur. On s'y prend un peu à la dernière minute pour finalement se rabattre sur le choix de l'enfant plutôt que sur l'idée qu'on avait nous-mêmes. Alors qu'on aurait essayé de lui trouver un truc un peu plus d'éveil, d'apprentissage, en même temps d'amusement. Tous les ans, ces retardataires sont très nombreux. Pas de problème pour Jessica Derouet, la directrice du magasin, à l'habitude. Il y a beaucoup plus de clients que d'habitude. Effectivement, depuis début de semaine, le flux s'accélère très très considérablement. On sent les gens un peu plus pressés, un peu plus exigeants, mais nous on prend tout ça avec la bonne humeur, donc tout se passe bien. Et ce magasin de jouets a de quoi avoir le sourire pendant la semaine avant Noël. Sa clientèle augmente de 30%. Reportage Thibaut. Alors Noël, c'est aussi la traditionnelle messe de minuit. Elle va se dérouler dans une atmosphère particulière cette année, et pas seulement en raison du Covid. Le rapport Sauvé sur les abus sexuels commis au sein de l'Église catholique a largement fragilisé l'institution, autant qu'il a perturbé et interrogé les fidèles. L'évêque de Nanterre, Monseigneur Rouget, va célébrer 2 messes ce soir. Il veut en faire un moment de paix et de fraternité. Noël, c'est une très grande joie. C'est pour les croyants les plus enracinés, c'est vraiment accueillir plus profondément le Christ dans leur cœur et dans leur vie. Pour ceux qui sont un peu des intermittents de la célébration de la foi, c'est l'occasion de reprendre contact avec la célébration chrétienne. Alors, bien sûr, la célébration de Noël cette année arrive dans un contexte particulier. Il y a la crise sanitaire, il y a eu le rapport que les évêques eux-mêmes ont demandé sur les abus sexuels dans l'Église,
qui a jeté une lumière assez rude, assez brutale sur de graves dysfonctionnements. Et dans l'époque difficile que nous vivons, qui est rude pour tous, eh bien, ce rendez-vous de lumière et de paix est évidemment très important. Monseigneur Rouget avec Océane Théard. 7h05 sur Europe 1. L'autre actualité de ce vendredi, c'est bien sûr la crise sanitaire et cette épidémie qui accélère encore. On a franchi hier le cap des 91 000 contaminations. Dans la plupart des cas, les personnes infectées ne déclenchent pas la maladie, mais cela finit par peser forcément sur le système hospitalier. Plus de 16 000 personnes sont actuellement hospitalisées. Le gouvernement veut agir vite avec un conseil des ministres extraordinaire prévu lundi. À quoi faut-il s'attendre, Martin Lange ? Alors déjà, vous l'avez dit, il y a ce projet de loi présenté lundi. Il prévoit de remplacer le pass sanitaire par un pass vaccinal. Concrètement, dès le 15 janvier, vous ne pourrez plus accéder à un cinéma ou un restaurant avec un test négatif. Il vous faudra forcément un schéma vaccinal complet. En plus du pass, les lieux recevant du public pourront contrôler l'identité de leurs clients pour éviter évidemment les faux certificats. Enfin, et c'est la nouveauté de ces dernières 24 heures, le gouvernement pourrait imposer un test négatif en plus du pass vaccinal pour accéder à certains lieux dits à risque, comme les discothèques ou les bars. Une mesure très contraignante, même si à Matignon, on assure que rien n'est encore tranché. Alors on l'a compris, Martin, tout a été fait pour sauver Noël en quelque sorte, mais faut-il s'attendre à de nouvelles restrictions avant justement Noël ? Bien, d'ici là, le variant Omicron risque de devenir majoritaire dans notre pays. Au rythme actuel, les contaminations devraient largement dépasser les 100 000 cas quotidiens, mais pour l'heure, le gouvernement n'anticipe pas de nouvelles mesures entre les fêtes. Il continue de miser sur la vaccination et les gestes barrières, en s'appuyant notamment sur les chiffres venus de Grande-Bretagne, plutôt rassurants. Omicron enverrait proportionnellement moins de patients en réanimation. Attention tout de même, prévient Olivier Véran, car l'explosion du nombre de cas entraînera mécaniquement de nouvelles hospitalisations, même avec une dangerosité moins importante. Explication signée Martin Lange. Cette envolée des contaminations pose le problème de l'isolement des personnes infectées, avec forcément le risque d'une paralysie du pays. La règle est connue, 10 jours d'isolement si vous êtes testé positif. Cela commence à se voir dans les entreprises. La SNCF a dû annuler quelques trains régionaux faute de personnel. Le ministère de la Santé en a conscience et d'y réfléchir à la question. Un assouplissement est possible face à un variant très contagieux mais moins dangereux. La décision serait logique selon l'infectiologue Benjamin Davido. Lorsqu'il y a eu le variant Delta, souvenez-vous, on avait prolongé l'isolement à 14 jours, puis après à venir à 10 jours pour tous les variants. Et la règle, ça a été l'isolement seulement des non-vaccinés lorsqu'ils étaient sujets à être cas contact. En réalité, on va devoir probablement avancer vers quelque chose de beaucoup plus dynamique et de beaucoup moins contraignant. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a beaucoup de gens qui sont vaccinés et qu'on va se retrouver encore une fois dans une exhaustivité avec un variant très contaminant, à la fois de contamination mais également de cas contact. Et donc ça paraît extrêmement difficile de paralyser un pays, de paralyser aussi des individus qui vont se retrouver cas contact de force ou de gré. Et je pense qu'il va falloir faire en sorte que les cas contacts, s'ils sont vaccinés, puissent continuer à vivre leurs activités sous réserve d'être extrêmement précautionneux et bien sûr de respecter le port du masque et les gestes barrières. L'infectiologue et référent Covid-19 à l'hôpital de Garches, Benjamin Davido, il répondait à Céline Géraud. Un nouvel axe vient de voir le jour en Europe. Après l'axe Paris-Berlin, voici maintenant le duo Paris-Rome. Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Mario Draghi ont un but commun, obtenir des 27 l'assouplissement des règles budgétaires de Maastricht, les fameux 3% de déficit maximum autorisés par les textes. Paris et Rome enfreignent régulièrement cette loi économique dictée pourtant par Bruxelles. En pleine crise sanitaire, les deux dirigeants souhaitent au contraire obtenir davantage de marge pour ne pas casser la croissance. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Emmanuel Macron avait déjà annoncé vouloir réformer ses critères lors de sa conférence de presse du 9 décembre. Cette fois, il renouvelle le message, mais aux côtés de Mario Draghi. Oui, à la veille de la présidence française du Conseil de l'Union, Emmanuel Macron veut envoyer un signal fort aux dirigeants européens et plus particulièrement à ses homologues du nord de l'Europe, les plus attachés aux règles de la rigueur, ceux qui avaient déjà exprimé des réticences lors des négociations pour le plan de relance européen de 2020. Parmi ces pays que la France tente de convaincre de l'intérêt d'une plus grande souplesse budgétaire, l'Allemagne. Angela Merkel a laissé la place à Olaf Scholz, mais le nouveau chancelier, qui était ministre des Finances, n'est pas spécialement plus ouvert sur la question que sa prédécesseur. Pas un hasard donc si Emmanuel Macron s'appuie sur Mario Draghi, ex-président de la Banque Centrale Européenne, pour écrire cette tribune. Un mois après la signature du traité du Quirinal, censé donner un cadre à la relation entre Paris et Rome, le locataire de l'Élysée ne cache désormais plus ses intentions. Comme si définitivement la France avait un nouveau meilleur allié sur la scène européenne, l'Italie.
et non plus l'Allemagne. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Après avoir soufflé le froid sur le dossier ukrainien, Vladimir Poutine joue maintenant la carte de la diplomatie. Et il confirme l'ouverture de discussions avec les Américains le mois prochain à Genève, des négociations qui pourraient prendre l'allure de traités et dont les Européens sont pour l'instant étrangement absents. Le président russe se dit prêt à éviter une confrontation militaire avec l'Ukraine et les Occidentaux, mais il pose ses conditions. La première, interdire tout élargissement de l'OTAN vers l'Est et notamment vers l'Ukraine. Le football, Jean-Michel Aulas l'assure ce matin dans l'équipe. Peter Bosz restera l'entraîneur de l'Olympique lyonnais au moins jusqu'en février prochain. L'OL est très loin de ses objectifs avec une 13e place en Ligue 1, mais son président se dit persuadé que la situation va se redresser. Et puis pas de changement d'entraîneur en vue non plus au PSG, mais on va beaucoup travailler cet hiver. Les dirigeants pensent déjà à 2022. Ce n'est pas parce que Paris est leader du championnat et qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions qu'ils comptent rester les bras croisés. Plusieurs chantiers sont ouverts. L'un d'eux retient toute l'attention. Cyril de la Morinerie. Premier chantier, de loin le plus important, convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG. L'attaquant de 22 ans sera libre fin juin. Il ne reste plus que quelques mois maintenant pour prolonger la pépite. C'est d'autant plus important que sans lui, Paris patine. On l'a vu à Lorient notamment. Malgré la cour assidue du Real Madrid, le directeur sportif Leonardo y croit encore, comme il l'a confié en exclusivité à Europe 1. Ce qu'on veut, c'est qu'il reste pour toute sa vie. Et je pense que la réflexion de Kylian, elle est claire. On a encore de bonnes possibilités, je pense. Deuxième chantier, remettre sur pied au plus vite Neymar. Le Brésilien a encore 4 à 5 semaines de soins et de travail avant de retrouver les terrains. L'idée qu'il soit fin prêt pour les 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Enfin, Mauricio Pochettino et son staff vont devoir trouver des solutions pour améliorer le jeu du PSG. L'entraîneur parisien a reconnu que sa formation avait encore des progrès à réaliser, même si Leonardo, sur Europe 1, s'est dit satisfait de son technicien. D'ailleurs, contrairement à l'an dernier, où Thomas Tuchel avait été limogé la veille de Noël, l'entraîneur argentin devrait débuter l'année 2022 avec le PSG. Cyril de la Morinerie. Et puis la 17e journée de l'Euroleague de basket. Eh bien, l'Asvel a battu le Fenerbahçe 84-82. Et surtout, l'Asvel a mis fin à une série de 4 défaites consécutives dans la compétition. Là, voilà Villeurbanne qui se relance. Ouais, Fenerbahçe dans le dos de Colo s'est blessé, assez gravement. Merci, c'était le journal de Christophe Lamar. Vous revenez à 8h, Christophe, à suivre les experts européens. L'écho avec Nicolas Bouzou et un sujet qui va nous faire grincer les dents, les prix du gaz et de l'électricité. Et puis l'édito international avec Vincent Herouette. Joe Biden envisage un second mandat. Il aurait 82 ans.